Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve pour un petit top de lecture pour mon mois d'avril. Je tiens dorénavant à dire de suite, il n'y aura pas de book haul pour le mois d'avril. Comme je l'ai dit la semaine dernière, oui c'était la semaine dernière, je n'ai pas acheté de livre pendant le mois d'avril. Donc bon, aucune utilité de faire une vidéo du coup. Donc je vais me concentrer sur mon noté de lecture. Et vous allez voir, il y a du lourd, dont mon premier coup de cœur de l'année. Il me semble, parce que je pense pas avoir fait de coup de cœur, je crois pas, hein, je suis pas sûre, hein, mais du coup, là, il y a le coup de cœur, là, il y en a un. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler rapidement, vu que je vous en avais parlé, alors c'était pour mon vlog Shingeki no Kyojin, je crois. J'ai lu et terminé la saga Les Chroniques de Ren de Fefkin aux éditions MXM Bookmark, que j'ai en e-book. Je vais vous parler aussi rapidement des 3 petites histoires qu'elle a publiées à côté. Alors, je ne me souviens plus des noms exacts, mais il me semble qu'il y a La Garde, Féerie à Féerine et Valentine's Day, je crois, je suis plus sûre. Donc bon, voilà, c'est des petits bonus qu'elle a écrits à côté, je vous en parlerai rapidement. Mais pour revenir à cette conclusion de saga, bah, c'est cool, vraiment c'est très très cool. La fin était prévisible, ça c'est, enfin je l'ai vu venir à 2000. Mais c'était la fin auquel je m'attendais, que je voulais. Donc franchement c'était très très cool. Donc je suis très contente de cette conclusion. Après pour vous en parler un peu plus dans les détails, je vais partir du principe que vous avez lu le tome 1 et le tome 2 des Chroniques de Ren. Toute l'intrigue principale sur l'espèce de double maléfique. Alors soit c'est moi qui suis pas réceptive à ce genre d'intrigue, soit je sais pas, moi je trouve ça un peu bateau comme intrigue. Après, elle est très très bien cette saga, je l'ai adorée du début jusqu'à la fin, vraiment très très cool. Mais je sais pas, je pense que ça manque un peu d'originalité, je trouve. Mais je pense que c'est surtout moi qui suis pas du tout réceptive à voilà, cette histoire de double maléfique, ni. Ouais, non. Mais je me suis quand même beaucoup régalée à finir cette saga, notamment voilà, j'aime beaucoup le personnage de Ren, je l'aime de plus en plus en fait. Dans les tomes 1 et tome 2, je l'aimais, mais voilà, c'était voilà, un personnage. Mais dans le tome 3, je l'ai particulièrement apprécié, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Riyad aussi, vu qu'on le redécouvre enfin dans ce tome 3. Mon dieu, et en plus, il a pris son temps pour venir, le con, hein, mais vraiment très très contente voilà, d'avoir vu leur relation. Alors, j'ai oublié de préciser, trigger warning, relation sexuelle très très explicite. Donc voilà, et pour les bonus aussi. Voilà. Là c'est dit, mais voilà, la relation entre les deux personnages de Ren et de Riyad est très très chou à suivre, vraiment je les ai adorés du début jusqu'à la fin les deux. Et j'ai eu un coup de cœur pour un personnage, Aken. Vraiment, je l'aime, je l'adore. J'ai eu un coup de cœur comme ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un pour un personnage secondaire quoi, c'était vraiment. Et en plus sa relation avec Linaon, génial. Est-ce que j'ai commencé à écrire une fanfiction? Je l'ai continué depuis que j'en ai parlé dans mon vlog, vraiment je suis... Voilà, l'auteur n'a rien écrit de plus sur eux, du coup je me sers moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je me régale toute seule. Et c'est l'essentiel. Mais en vient du coup le point noir que j'avais déjà souligné dans le tome 2, c'est les personnages secondaires. Si j'accepte du coup Aken et Linaon, j'avais reproché dans le tome 2 en fait que Ren accordait beaucoup trop facilement sa confiance aux gens. Et du coup on avait des personnages secondaires, alors je sais plus le nom de l'ermite, mais le personnage de Kane je m'en souviens, qui était beaucoup trop présent à mon goût, c'était vraiment impossible, limite Ren était passé personnage secondaire, je n'en pouvais plus. Et là dans le tome 3, les personnages secondaires sont inexistants. Vraiment, tous les personnages qu'on a pu rencontrer dans le tome 2, que ce soit Noran, que ce soit l'ermite, que ce soit Kane, que ce soit le duc aussi, que j'avais beaucoup aimé dans le tome 2, on ne les voit plus. Vraiment, on ne les voit plus du tout. C'est affolant. Même à un moment donné, c'est drôle parce que j'avais souligné cette chose dans le tome 2, c'est que Ren se fait beaucoup de réflexions à lui-même. Et dans le tome 2, il disait mais par exemple, j'avais souligné que j'en avais marre qu'ils disent à chaque fois je sais pas trop pourquoi je leur fais confiance, mais bon, je les considère comme ma famille alors que les mecs, ils les connaissaient depuis 2 minutes. Et là, dans le tome 3, il y a un personnage secondaire qui disparaît.
enfin qui disparaît, qui sort complètement du champ de vision là pour le coup. Et Ren se dit plusieurs fois, ah faut que j'aille le chercher, ah faudrait que j'aille voir comment il va, ah machin. Et à force de revenir dessus, t'es là, mais attends, il a un problème ce personnage, bouge ton cul, fais un truc parce que là, ça va te retomber dessus. Donc voilà, il y a des choses assez évidentes qui... je sais pas, j'ai eu du mal sur certains passages, mais voilà, je trouve qu'il y a un très très gros problème de gestion des personnages secondaires, soit ils sont trop présents, soit ils sont plus là, mais vraiment plus là. Donc je trouve ça un peu dommage, parce que il y avait le personnage de Noran, je sais plus comment il s'appelle, le Likae, que j'avais beaucoup apprécié aussi dans le tome 2, même si voilà, j'avais ma petite rébellion que voilà, rien c'est Riyad, c'est pas Noran et puis c'est tout. Je l'avais beaucoup aimé et là bah, elle disparaît là aussi. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a énormément de présence du coup de Ren et Riyad qui sont tout le temps ensemble, tous les deux, et qui je sais pas si ça prend pas cette relation sur toutes les relations qu'a pu entretenir Ren quand Riyad n'était pas là, je sais pas trop. Mais voilà, il y a un souci, je trouve, des personnages secondaires qui sont... Voilà, dans le tome 3, j'étais déçue de ne pas en voir certains. C'est pareil pour le... Dans le tome 1, il y en avait un qui était très très présent. Alors c'est le consort, je me souviens plus de son nom. Bah, dans le tome 3, il existe pratiquement plus non plus. Enfin... Donc voilà, alors je suis d'un côté très très contente de Ren et Riyad, mais de l'autre côté, bah, je trouve que ça suit moins bien. Voilà, pour conclure, c'était une très très bonne lecture, une très très chouette saga, et je la recommande à 100%, romance MM, voilà, pour ceux qui ne le savent toujours pas, je le martèle, et voilà, public averti parce que il y a des scènes voilà, qui sont pas à la portée des plus jeunes. Pour en revenir sur les 3 petits bonus, alors ce qui est dommage c'est que elle les ait publiés du coup avant le tome 2 même je dirais de la saga, ce qui fait que c'est des scènes qui pourraient se passer à la toute fin du tome 3. Mais vu que voilà, c'est écrit avant, il n'y a pas la présence de personnages secondaires importants, je dirais, et je trouve ça dommage. Donc je sais pas, en fait, en plus c'est des petites nouvelles, mais vraiment très très petites. C'est pas comme The Summer Palace and the Overstory pour le prince captif. Là, c'est vraiment, il n'y a même pas d'intrigue en fait. Il y a même une c'est que du sexe, vraiment je vous le balance comme ça, voilà, c'est juste pour le cul hein, qu'elle a écrit ces 3 nouvelles, parce qu'il y en a une vraiment, alors encore il y en a 2, il y a un semblant d'intrigue, mais il y en a une où vraiment c'est que ça, ah, c'est une intrigue juste pour ça, donc bon. Voilà, j'étais un petit peu déçue par ça parce que je pensais que ça ressemblerait plus à The Summer Palace and the Overstories. Mais non, donc voilà, je tiens à le dire pour ceux qui voilà, hésiteraient ou quoi, ça n'apporte rien, vraiment l'intrigue, ça, en plus comme je l'ai dit, ça a été écrit avant la fin de la saga, donc ça apporte pas grand chose vraiment, vous n'êtes même pas obligé de les lire. Moi je pensais justement que ça allait apporter quelque chose et qu'on allait voir des personnages secondaires comme Aken et Minaon, punaise. Mais non, il n'y a pas tout ça, donc je suis un poil déçue par ces bonus. Après, elle a commencé du coup une nouvelle saga qui se nomme Les Chroniques de Férine, je crois, que j'ai acheté le premier tome sans connaître que ça appartenait aux Chroniques de Rennes. Alors, je vais pas m'y pencher pour l'instant, je sais même pas si je les lirai un jour parce que c'est sur des personnages qui m'ont pas trop ému, je dirais. S'il y a un truc Aken Naon, là je m'y jette dessus, mais là c'est sur des personnages que je trouve, enfin, ça me fait pas plus que ça quoi. Donc voilà, peut-être qu'un jour je m'y pencherai dessus, mais là pour le coup non, parce que plein mois de la fantaisie oblige. Voilà, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Donc pour conclure vraiment cette fois, les Chroniques de Rennes, c'était très très cool vraiment. Après, je comprends qu'il y ait des personnes enfin, qui comparent un peu avec le prince captif, tout ça, mais le prince captif est quand même bien au-dessus. Entre les deux, si vous hésitez, prince captif, vraiment. Mais les Chroniques de Rennes, c'est très très cool à suivre aussi, et je vous le recommande. Ensuite, alors je sais plus dans quel ordre j'ai fait tout ça, mais je vais vous parler, je sais pas trop comment, peut-être de Hunger Games d'abord. Voilà, le tome 0 d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Est-ce que je suis en train de me remater tout l'Hunger Games avec mon copain? Évidemment, évidemment. Donc, très très cool, vraiment. Alors, c'est pas ça mon coup de cœur, mais c'était très très cool à suivre. Vraiment, j'ai adoré me replonger dans l'univers de Hunger Games et d'en apprendre un peu plus encore sur l'univers. Parce que c'était un univers qui m'avait tellement fascinée à l'époque quand j'avais découvert Hunger Games, que ce soit dans les films ou dans les livres. Et vraiment, j'étais
je voulais en savoir plus et ça a su combler mes attentes. Vraiment, je suis très contente. Là, on est des années avant Hunger Games avec le président Snow qui a tout juste 18 ans. Et voilà, c'est les 10e Hunger Games et là, il y a une règle qui se met en place, c'est-à-dire que les mentors, alors dans Hunger Games, c'est les anciens vainqueurs des districts. Là, les mentors sont des personnes de l'Académie du Capitole et donc... je sais même plus comment il s'appelle, moi je l'appelle Snow mais parce que j'arrive pas à prononcer son prénom, c'est Coriolanus, je vais dire Snow, ça ira plus vite, mais Snow se voit attribuer la fille du district 12 qui est, enfin voilà, le district 12 ça a pas changé depuis Hunger Games, c'est vraiment les nuls des nuls des nuls, mais bon ça va pas empêcher Snow de vouloir tout faire pour que son tribut gagne et pour que voilà, parce que on apprend aussi un peu plus sur la famille de Snow, c'est qu'au tout début de l'histoire, ils sont ruinés. Hein. C'est pas du tout l'impression qu'on a dans Hunger Games, voilà, l'intrigue principale où Snow, voilà, est président, il est riche, tout ce que vous voulez. Non, là, il part vraiment en fait du palier bas des classes du Capitole. Vraiment, il est ruiné, il a plus rien. Et bon, en fait, cette lecture, elle est un peu... Comment dire, on suit toute l'évolution de Snow et on comprend comment il a pu devenir ce personnage exécrable qu'il y a dans les livres. Et c'est vrai que, en fait, il y a eu un sentiment que j'ai eu, c'est que le livre se fait en 3 parties. Les 2 premières parties parlent des Hunger Games, de comment ça se passe, et la 3e partie se passe après les Hunger Games. Et en fait, les 2 premières parties, je les ai adorées, vraiment. J'ai beaucoup aimé suivre le personnage de Snow, qui est dépeint d'une manière radicalement différente de Hunger Games, c'est-à-dire que il a encore de la conscience, il a encore une morale. Donc c'est un personnage très cool à suivre qui en fait, on se rend compte qu'il cherche juste à survivre, qu'il cherche juste voilà, à faire en sorte que voilà, qu'il se retrouve pas à la rue avec sa cousine et sa grand-mère, qui cherche un peu à découvrir aussi comment ça marche le Capitole, comment ça marche les Hunger Games. Et dans la 3e partie en fait, c'est celle que j'ai le moins plu, mais c'est aussi parce que c'est la partie qui fait vraiment pencher Snow. C'est-à-dire que dans les 2 premières parties, on est là, Snow peut être quelqu'un de bon, Snow peut être quelqu'un de gentil, et peut être quelqu'un voilà, qui peut sauver le Capitole et les Hunger Games. Mais bah, voilà, dans la partie 3, il y a ce revirement qui fait que, bah non, ça sera quelqu'un de foncièrement mauvais, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, parce que il a été endoctriné pour ça, c'est-à-dire que tout le long, voilà, c'est le Capitole qui va lui faire rentrer des idées dans la tête. Et s'il y a certaines personnes, comme des personnages secondaires comme ces Juanio qui vont se battre pour ne pas être sous la main du Capitole, Snow va se laisser faire. Voilà, et c'est énorme parce que il a ce que sa morale lui dicte de faire et ce qu'il va faire. En fait, il va faire complètement l'inverse de ce qu'il pense. Il va se demander des fois pourquoi il fait ça. Mais voilà, à la fin du livre, bah, il a abandonné. Enfin, il a abandonné pour lui, c'est une victoire. Et en tant que lecteur, moi je suis là, ben voilà, il s'est fait avoir. Il a succombé, il a fait la facilité. Et puis voilà, c'est une très bonne lecture. Hein. Et quand je dis que je suis déçue de la 3e partie, c'est que je suis déçue du tournant que prend Snow, mais qui est logique parce que sinon il n'y aurait pas eu Hunger Games. Et voilà, il y a cette espèce de moment où tu te dis ah non, c'est bon, je le déteste, c'est terminé, il n'y a plus aucun espoir. Donc voilà, alors je suis très contente d'avoir lu ce tome 0, on en apprend beaucoup plus quand même sur les Hunger Games, sur voilà, la chanson du pendu notamment, sur beaucoup de choses. Les personnages secondaires sont très cool à suivre, même si on est vraiment concentré sur Snow, même si c'est pas écrit à la première personne contrairement au Hunger Games. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé voilà, évoluer au début dans l'univers du Capitole et après plus tard parce que Snow est envoyé dans des districts. Voilà, avoir le tout début d'Hunger Games, avoir vraiment comment Snow a apporté sa patte dans les Hunger Games qui se passent avec Katniss. Vraiment très cool à suivre. Je suis très contente vraiment d'avoir attendu voilà, que tout le pataquès que ça a fait voilà, prenne moins d'ampleur parce que y en avait beaucoup qui s'étaient retrouvés un peu déçus de ces lectures. Mais moi non, pas du tout. Je suis très contente vraiment de la tournure des événements. Alors il y a quelques voilà, moments où j'ai levé les yeux au ciel parce que Lilia s'était trop niais. Mais franchement, je garde un très bon souvenir de ce tome-ci. Je suis très contente vraiment de ce tome 0. C'est voilà. Et en plus, du coup, c'est pas une vraie fin vu qu'après on a Katniss qui va se battre contre Snow dans les Hunger Games.
mais il y a des personnages où on se dit ah qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce que voilà. Alors je pense pas qu'il y ait une suite à ce tome-ci, non pas du tout, vu que c'est clairement dit que non c'est la fin quoi. Mais je suis très contente qu'elle ait écrit ce bonus, écrit ce tome, voilà ce tome 0. Et puis voilà, je suis très contente d'avoir pu redécouvrir voilà, l'univers de Hunger Games, que je suis en train de redécouvrir en film. Je sais pas si je relirai les livres, mais en tout cas voilà, je me régale à remater les films. Et puis voilà, je suis très contente de l'univers. J'ai adoré redécouvrir la plume de Susan Collins qui est juste trop belle. Vraiment, j'adore son style d'écriture. Ça m'a rappelé vraiment Hunger Games et je suis très contente. Et puis voilà, après l'intrigue, je vais pas trop vous en parler pour éviter de vous spoiler. Mais très cool parce que justement on a cette ambiance où ça se passe des années avant et il n'y a pas toute la technologie qu'il y a dans Hunger Games. Et voilà, c'est très amusant de voir comment ça. Voilà, comment c'était et comment c'est devenu et voir tout le cheminement qu'il y a eu. Parce que voilà, Snow il y est pour quelque chose vraiment. Et puis voilà, très contente. Donc bon, pour conclure, très contente de m'être plongée dans ce tome-ci. Voilà, si vous avez aimé Hunger Games, ce tome va vous ravir à coup sûr. Voilà, très contente de cette découverte, de ce final. Et voilà, je vous le recommande à 100% là aussi. Ensuite, alors je vais laisser mon coup de cœur pour la fin, vu que en plus c'est ma dernière lecture d'avril. Donc voilà, je vous laisse voilà, mijoter un peu. Je me suis plongée dans les mangas ensuite. Alors je vous les avais présentés dans mon book haul, mais bon, c'était à coup sûr obligé que je les lise pendant le mois d'avril. Je me suis fait du coup, dans un premier temps, hop là, les 4 tomes de l'étranger de la plage et l'étranger des zéphyrs de Kikana aux éditions Anna Ayawa. J'ai pas plus de collection Anna. Bref, je suis très nulle pour savoir les maisons d'édition. Avec l'étranger de la plage qui est le tome 0 et ensuite la saga l'étranger du zéphyr. Donc, ce qui est très cool, c'est que c'est une totale redécouverte parce que je me souvenais de l'étranger de la plage parce que j'avais vu le film récemment, je me souvenais de l'intrigue du tome 1, mais je me souvenais plus du tout de l'intrigue du tome 2 et du tome 3. Vraiment, ça a été une totale redécouverte et quel bonheur! Quel bonheur! J'ai tellement aimé, c'était tellement cool, oh là là! Et puis les dessins, juste les couvertures elles sont magnifiques et puis les dessins sont juste très beaux. Enfin, il y a ces détails, il y a de ces planches, moi je tombe amoureuse, vraiment je n'en peux plus. Et c'est très cool, vraiment j'adore, je kiffe, ils sont trop beaux, les deux, Mio et Shun, vraiment des pépites. Donc comment ça se passe? Alors l'étranger de la plage, c'est la rencontre entre Mio et Shun avant qu'il décide de retourner voir ses parents, qui est très cool à suivre. Le film retranscrit bien ce qui se passe dans le manga, vraiment c'est très cool, donc si vous voulez pas vous attarder plus que ça sur le manga, vous pouvez regarder le film. Et les tomes 1, 2 et 3 vont traiter de Shun qui se décide d'aller affronter ses parents, une bonne fois pour toutes, avec Mio à ses côtés. Et voilà, c'est une tranche de vie en fait, il n'y a pas tellement d'intrigue, c'est vraiment l'histoire de ce couple qui déjà va défier un peu la société parce que voilà, la société nippone, les couples homosexuels, voilà. Mais en plus il y a tout leur questionnement en eux-mêmes en fait quelque part. Déjà il y a Shun qui a énormément de mal à s'accepter, qui va le faire grâce à Mio. Mais il y a tout un tas de ils ont tout un tas de problèmes, c'est à dire que par exemple il y a toute une partie où Mio est orphelin, donc le fait qu'il soit accueilli dans la famille de Shun, ça va vraiment beaucoup l'émouvoir. Il y a Shun qui va retrouver son amour d'enfance et que du coup ça va déclencher une scène très drôle. Et puis il y a tout leur questionnement sur leur relation, sur leur couple, sur comment ça va évoluer, des questionnements normaux en fait, comme n'importe quel couple en a, même que ce soit de l'ordre du sexuel ou non, que ce soit de est-ce qu'on vit ensemble, est-ce que ça te dérange si je suis là, est-ce que si je fais ça, ils cherchent vraiment à se comprendre, à s'aimer et à aussi bien l'autre que soi-même. Et c'est très beau à suivre, vraiment c'est une super tranche de vie. Je les ai adorés du début jusqu'à la fin. Et du coup j'ai très hâte d'avoir le tome 4 entre les mains, surtout que il y a toute la problématique qui s'était mis avant dans le tome 2 je crois, avec Fumi, le petit frère adoptif de Shun, qui il y a tout un passage aussi où il est très jeune, il doit avoir 10 ans je crois au tout début des tomes, où comment lui expliquer que son frère est en couple avec un garçon,
alors que bah, Fumi est matrixé que voilà, un mec c'est avec une fille c'est avec un mec et puis c'est tout. Voilà, comment lui faire comprendre et comment, je sais pas trop, comment lui va le ressentir de son point de vue d'enfant aussi. C'est très très beau vraiment, et il y a beaucoup de scènes très très belles qui peuvent paraître anodines mais pourtant qui sont d'une beauté et d'une morale juste sublime. Donc vraiment je vous recommande à 100% ce manga qui est juste d'une beauté sans pareil. Trigger warning ou pas? Oui, il y a des scènes un peu olé olé, mais c'est censuré et puis c'est très subjectif vraiment. Il faut vraiment, il y a pas voilà, c'est pas comme je sais pas, les chroniques de Rennes où c'est décrit à mort. Non, pas du tout. C'est vraiment tout en poésie, je trouve. Et puis ça se ressent, l'atmosphère dans les couvertures, c'est que c'est vraiment un manga très très beau, très très voilà, empreint de beaucoup de beauté. J'ai que ce mot, beauté, dans la bouche, mais parce que vraiment je le trouve magnifique. Et puis ouais, ça respire la poésie. Voilà, c'est vraiment très très beau. Et je vous le conseille vraiment à 100%. Vraiment, je l'adore. Je suis amoureuse, vraiment. Je suis tellement contente de m'être procuré ces mangas, vraiment. Et le tome 4 pour très bientôt, je sais plus quand est-ce qu'il sort, j'ai regardé, je crois que c'est en été. Mais voilà, juste... Mais regardez-moi ces couvertures, juste ces couvertures, c'est d'une... J'allais dire une beauté, mais j'ai pas d'autres mots. Mais voilà, juste lisez-le, parce qu'il vaut vraiment vraiment le détour. Ensuite, comme manga, j'ai lu Les Given, que j'ai là. De Natsuki Kizu aux éditions Taifu. J'ai les 5 tomes là et le tome 6 pour très bientôt, évidemment. Je les aime d'amour. Et puis j'ai redécouvert, j'avais beaucoup aimé l'animé, mais alors le manga il est tellement mieux. Alors il est bien l'animé, vraiment je trouve rien à redire, surtout qu'en plus que c'est un manga de musique, donc le fait de l'avoir en animé, d'avoir les chansons, tout ça, c'est juste énorme. Mais l'atmosphère qu'il y a dans le manga, elle est juste... C'est explosif, vraiment, il y a de ces scènes, de ces planches qui sont juste vraiment trop belles. Il faudrait que je vous retrouve celle, alors j'en avais montré une sur Instagram, mais celle avec, comment... Mais là je retrouve sur des trucs, mais c'est d'une... Oh là là, c'est où? C'est où qui... Ah là! Là, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Le découpage et puis les dessins sont juste tellement beaux. Vraiment, oh là là, c'est... Mais je tombe amoureuse là aussi, mais... Ah là là, le tome 6, c'est quoi le tome 6? Je veux le tome 6. À savoir que l'animé, du coup, et le film retranscrivent, du coup, les 5 premiers tomes. Vous apprendrez rien de nouveau si vous avez vu l'animé et le film. Mais... C'est quand même mieux le manga parce que du coup, par exemple, je vais prendre le film qui décrit beaucoup la relation entre... Ah, je les ai trop sur les noms. Akiko et Haruki. Pardon. Mais du coup, il y a toute la relation qui est en train de se développer de Mafuyu et de Ryonama. Ils ont des noms, mon dieu, mais imprononçables. Bref, qui est mis de côté. Et dans les mangas, elle y est quand même. Donc c'est très très cool à suivre. Vraiment, j'adore. Ça me fait un peu l'effet de Your Lie in April, qui est un manga de musique, qui m'a fait pleurer comme jamais. Et voilà, c'est un manga de musique, donc c'est vrai que les sons sont très importants. Mais il y a le manga qui arrive à te donner une telle atmosphère, à te faire transmettre tellement de sentiments que... C'est une explosion. Je vais me procurer les Your Lie in April, ça c'est sûr. Je sais pas quand, mais je vais me les acheter, c'est sûr. Parce que voilà, ça, rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Mais voilà, Given, c'est dans la même veine parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Alors là, c'est peut-être pas de la musique classique, c'est de la musique rock, un peu. Enfin voilà, c'est un groupe de musique avec guitare, batterie, tout ça. Mais voilà, c'est tellement bien sûr. On parle de tellement de choses, que ce soit voilà, de suicide, de relations toxiques, de voilà, comment s'en défaire, comment essayer de s'en sortir malgré que voilà, tous les éléments de la vie te disent non. Voilà, là c'est comment essayer de refaire confiance aux gens, de se donner une deuxième chance aussi. Vraiment, c'est... J'adore. Et puis voilà, il y a des scènes entre Ryonama et Mafu qui sont un peu mises complètement enlevées du film ou de l'animé et qui, je trouve, sont tellement belles. Alors, je sais plus où c'est.
ça doit être dans le tome 5 ou dans le tome 4, je sais plus trop. Mais voilà, où moi ça transpire de nostalgie, ça transpire de beauté, de poésie. Voilà, c'est un peu comme l'étranger de la plage, mais c'est autre chose. Vraiment, c'est... Lisez-les, lisez-les, vous ne regretterez pas, vraiment Given, c'est trop bien, le tome 6 pour très bientôt j'allais dire, mais je sais plus parler, beaucoup trop hypé, mais voilà, je me procurerai le tome 6 à sa sortie et je le lirai dans la foulée, mais vraiment, juste c'est des pépites. Et puis les couvertures sont aussi très très belles, elles sont pas aussi belles que l'étranger du Zéphyr, mais je les aime de mort, vraiment rien que de les revoir, j'ai envie de les relire, quoi. C'est vraiment, non, pas maintenant, c'est le mois de la fantaisie, mais lisez-les. Vraiment, si vous hésitez, n'hésitez pas, parce que ça vaut pas le coup. Vraiment, foncez, c'est tellement bien. Ensuite, je vais vous en parler rapidement. J'ai lu aussi, voilà, le tome 6, édition perfecte de Full Metal Alchemist par Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. Qui est d'une beauté sans pareil. Je vous l'avais montré la dernière fois, il est tellement beau. Très très cool. On commence à aller dans l'arc que je préfère dans le manga, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le début, hein, il n'y a rien à dire. Mais là, voilà, il y a des personnages qui vont arriver qui sont pépites, vraiment pépites. Que ce soit Ling, juste Ling. C'est une bombe atomique à lui tout seul. Et il y a aussi Mei qui rentre en jeu, même si c'est toujours... enfin, entre Ling et Mei, moi je suis team Ling, 100%. Parce que, mais bon, Mei, elle est trop mignonne aussi. Mais j'ai tellement hâte qu'il y ait Olivia Armstrong. Tellement hâte, je sais pas dans quel tome elle va apparaître, mais oh là là, cette badass, mais j'ai juste tellement envie. Voilà, c'est aussi... voilà, les chemins vont bientôt se croiser, mais ils sont en construction. Voilà, on en apprend quand même pas mal de choses sur voilà, les homunculus, sur voilà, qu'il n'y a pas que les frères Hagrid qui sont intéressés par la pierre philosophale, il y a aussi la révélation sur le côté Hughes qui se met en place, voilà, avec les frères Hagrid qui sont plus bas que terre, qu'on les quitte. Très très hâte d'avoir le tome 7 qui est prévu pour... alors il y a écrit la date, je crois c'est juin ou juillet, je sais plus, c'est écrit là. Juin 2021, le tome 7 avec Meg. Oh, la couverture elle a tellement pété. Très très hâte, très très hâte. Je vous le recommande tout le temps, Full Metal Alchemist. Si vous ne connaissez pas, lisez-le. Si vous voulez découvrir ne serait-ce qu'un premier manga, Full Metal Alchemist, c'est la base de la base de la base de la base de la base. Full Metal Alchemist, c'est tellement au-dessus, c'est tellement mieux, ça parle tellement de choses. Je me répète à chaque fois que je vous en parle, mais il y a tellement de personnages divers et variés, tellement de problématiques très importantes. Lisez Full Metal Alchemist, c'est vraiment tellement bien, je l'adore. Je pense que je vais faire découvrir alors peut-être pas le manga, mais l'anime à mon copain. Je pense que ça peut être pas mal, parce que bon, il est à fond sur SNK, mais je lui ai pas montré la base, honte à moi. Mais Full Metal Alchemist, juste foncez, c'est... Vous me ferez plaisir, vraiment. Essayez ne serait-ce que les premiers chapitres. Vous les trouvez tellement facilement sur internet, mais vous serez pas déçus. J'en mets un à couper, vous serez pas déçus de Full Metal Alchemist. C'est une bombe atomique. Voilà. Je vous le vends, bah tant mieux. Allez-y, découvrez-le. Je suis pas sûre qu'il rentre dans le mois de la fantasy, peut-être. Mais vraiment, découvrez-le. Vraiment, vraiment, très très fort. Découvrez-le. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais il faut le lire, vraiment. Et pour finir, mon coup de cœur. Mon coup de cœur. Est-ce que vous êtes étonnés ou pas? Est-ce que vous êtes étonnés? Je vous présente du coup le deuxième tome de Red Rising Golden Sun par Pierce Brown aux éditions Hachette Roman. Comment vous dire? Comment vous en parler sans être ému? Vraiment, ce tome, c'est même pas de l'émotion où j'ai fermé ce tome. J'allais péter un câble, vraiment. Il se passe tellement de choses dans ce bouquin, ça serait tellement dur de vous résumer tout ce qui se passe parce que c'est une bombe atomique, vraiment. C'est un SF dystopique. On est quelques années après le tome 1, 2 ou 3 années, je sais plus, 2 ans. Darrow a 20 ans. Il est à l'académie pour prouver sa place auprès de Augustus. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Si bien que une guerre éclate au milieu du bouquin. Avec tous les enjeux qui s'en suivent. Est-ce que Darrow il est toujours avec les fils d'Arès, mais est-ce que il se battrait pas pour quelque chose de plus quelque part? Il y a tous les personnages secondaires qu'on avait appréciés dans le tome 1, que ce soit Rock, Mustang, Cassius on le voit beaucoup moins, mais bon c'est normal, et le chacal.
J'arrive pas à en parler sans m'énerver. Oh mon dieu, et Sévro, mais Sévro, je l'ai même pas cité, Sévro, mais c'est... Oh, j'en peux plus. Rien que là, il me faut le tome 3, vraiment, heureusement que le mois... Enfin, je sais même pas, heureusement, j'ai presque maudit le mois de la fantasy de commencer maintenant parce que j'aurais commencé le tome 3 là et j'aurais fini, mais parce que... Ça me dépite. je n'en peux plus. D'un côté, voilà, il y a des personnages que j'aime tellement, mais Sévro, mais marie-moi, Sévro, vraiment, piétine mon cœur, je m'en fous. Et en plus, et d'un côté, il y a le chacal que j'ai juste envie de buter de toute mon âme. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire. C'est un coup de cœur, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Que ce soit l'écriture, que ce soit l'ambiance, voilà, qui est beaucoup plus politique que dans le tome 1. Même si, voilà, il y a toute la guerre qui se passe. On comprend les enjeux là, vraiment dans ce tome, à voir comment ça se passe dans le tome 3. Mais là, mon dieu, mais... Ah, je n'en peux plus, il me faut le tome 3, c'est pas possible. En plus, on quitte Darrow, mais dans une situation tellement merdique que... J'en peux plus, vraiment, je suis à deux doigts de péter un plomb là. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler? J'adore cet auteur, vraiment, il arrive à nous faire rire dans les pires situations, notamment par le biais de Sévro, qui des fois nous pond de ses trucs. C'était pépite, vraiment, c'est... Oh là là, j'adore. La fin du tome 2, je dirais pas que je l'avais vu venir, mais je sentais qu'il allait avoir une couille dans le pâté. Ça puait, mais vraiment ça puait. Mais alors je m'attendais pas que ça soit comme ça et que ce soit vis-à-vis de ces personnages-là. Et du coup, ouais, j'ai préféré ce bouquin, j'étais trahie au plus profond de mon âme. Vraiment, il y a des personnages que je sais là. Non, non, pas toi, putain. Fait chier. Voilà, moi je comprends l'engouement qu'a eu Layla du conte La puissance des mots parce que moi ça m'a volé mon cœur, mais franchement, mais j'en peux plus. Je suis à bout de souffle rien que d'en vous en parler. Je n'ai plus de cœur, je n'ai plus d'âme, je n'en peux plus. Mais vraiment très très hâte d'avoir le tome 3 dans les mains. Oh là là, et après je pense que je ferai une petite pause avant de lire la suite, le deuxième cycle. Je pense même que j'attendrai qu'il se finisse parce que là. Mais il est au Panthéon avec je sais pas quel autre livre, mais voilà, c'est pas pour rien qu'il a que Texas of Rose, c'est un Panthéon, et qu'il est entre aussi avec Donato Carissi. Voilà, il était destiné à être trop bien ce bouquin. Mais vraiment, je remercie tellement, enfin, comme quoi des fois les lectures influencées, ça a du bon parce que en ce moment, enfin même ces dernières années, les lectures influencées, je les prenais avec de très très grosses pincettes parce que vraiment des fois ça fait tout un foin pour pas grand chose, mais là mes Red Rising, mais je suis encore sur le cul, vraiment je n'en peux plus. Je pensais pas autant aimer un SF parce que je suis très très pointilleuse sur les SF, mais là je sais pas si c'est le fait que ce soit un young adulte, ça passe crème, vraiment alors je tiens à dire quand même qu'il y a des scènes et un langage qui est pas non plus voilà, c'est assez grossier, beaucoup grossier même. Donc voilà, et puis il y a certaines scènes un peu voilà, très violentes qui sont peut-être pas forcément à la portée de tout le monde. Mais vraiment, si vous avez l'âge, mais lisez Red Rising, vraiment, oh là là, c'est beaucoup trop bien, vraiment énorme. Alors, j'aime pas vraiment vous vendre autant une saga sans que j'ai pas lu la fin. Donc là, il nous manque le tome 3. Mais les deux premiers tomes, c'est juste du feu de Dieu. Donc vraiment... J'adore les personnages, voilà, que ce soit le personnage premier de Darrow et des personnages secondaires qui sont juste énormes. Et puis voilà, l'intrigue est juste folle. L'auteur a réussi à me surprendre même à la fin, donc c'est pour dire. Et puis voilà, l'écriture, la traduction est juste folle aussi. On est avec Darrow, vraiment. Et le fait que ce soit la première personne du singulier, ça renforce cet esprit-là. Lisez Red Rising. Vraiment, voilà, c'est un coup de cœur, vraiment, je n'y attendais pas. J'ai peut-être un petit truc par rapport à Mustang, mais c'est rien du tout. Vraiment, ça passe tellement à côté de ce qui s'est passé dans ce tome-ci. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que ce serait du spoil, mais pépite. J'ai tellement hâte d'avoir le tome 3 dans les mains, de savoir comment ça va se finir, parce que j'en peux plus actuellement. Voilà, pour cet été, c'est sûr. Je vais me l'acheter, je le lirai, parce que voilà, ça me fera comme ça une autre saga terminée à mon compteur. J'ai pu partager un peu en plus mon désarroi avec Layla qui m'a dit « Ah, t'es pas prête ?» Eh ben non,
Non mon gars, j'étais pas prête. Donc voilà, très hâte d'avoir la suite et je vous le recommande à 100%. Très hâte d'avoir le tome 3, vraiment j'en tremble, je n'en peux plus. Je vous le recommande vraiment à 100%. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petite tête de lecture des familles. Je suis très contente de vous avoir présenté mes lectures qui sont très bonnes. Vraiment, j'ai eu un très bon mois d'avril, j'en suis très contente. Même si voilà, c'est plutôt 3 lectures et tout le reste en manga. Vraiment, le mois de mai aussi commence très fort. Voilà, j'ai commencé des lectures qui sont pépites, vraiment pépites. Donc voilà, le mois de la fantasy commence bien, j'espère qu'il se finira bien. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée, un très bon mois de la fantasy pour ceux qui participent, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!